Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 6e étape du Tour de France entre Bayeux et Vire-Normandie. Aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer la mère de Guillaume Martin. Franck Alain Philippe, le cousin de Julien. Et Dédé. Je sens que ça va être une super émission. Place au La générique. Et toi, c'est qui ton cycliste préféré? Moi c'est Julien Alain Philippe, mais malheureusement lui aussi il est sur un vélo. Ah, ben moi j'ai un plan pour interviewer son cousin, Franck Alaphilippe. Ah mais ça tombe bien, Ronda quelle interview. Eh oui. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, très très bien. Quand on est le préparateur de son propre frère, on le connaît mieux que personne. Quelles sont, selon toi, les plus grandes qualités de Julien sur le vélo? De Julien. Alors, en fait, je suis son cousin. Mais c'est pas grave. Ses plus grandes qualités, je dirais que c'est sa force mentale. Parce qu'il a une force mentale exceptionnelle. C'est ce qui lui a permis d'être 2 fois champion du monde, d'avoir porté le maillot jaune du Tour, je sais plus, une quinzaine de jours. Voilà, très peu de Français ont réalisé cet exploit, au-delà évidemment de ses qualités physiques. Au-delà du physique, est-ce que tu dirais que Julien a un mental différent des autres? Oui, je viens de répondre. Ouais, il est, c'est vraiment sa qualité première, sa force. Il se remet toujours en question et surtout, y compris quand il avait la réussite, il s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il est toujours reparti. Voilà, et certains sportifs n'arrivent pas à le faire en fait. Une fois qu'ils sont montés très haut, des fois, voilà, ils stagnent. Alors que Julien, il se remet toujours des objectifs. Il repart toujours à l'avant. Donc c'est vraiment une qualité exceptionnelle qu'il a. Depuis tes débuts dans l'encadrement, comment as-tu vu évoluer les méthodes d'entraînement dans le cyclisme professionnel? Voilà, j'ai vu une évolution, je dirais, ces 10 dernières années, et particulièrement ces 5 dernières années. Alors dans les 10 dernières années, avec l'arrivée des capteurs de puissance, où on a toutes les données des coureurs, on peut analyser après chaque étape du Tour de France, après chaque entraînement, on peut analyser toutes leurs données, quasiment à chaque coup de pédale, on connaît la puissance qu'ils développent. Et on a des moyens maintenant, des logiciels et des moyens technologiques qui ont évolué dans les 5 dernières années. Ça a été fabuleux. Aujourd'hui, les capteurs, les données, la puissance, tout est analysé. Le cyclisme est-il devenu plus scientifique? Après, alors en tout cas, je peux parler de la relation que j'ai avec Julien. Il a mis un petit moment, lui, à utiliser les capteurs de puissance. Il a beaucoup appris aussi à la sensation, à connaître son corps. Et ça a été très bien parce que même maintenant et même malgré toute la technologie, en fait, moi j'ai besoin tous les jours, y compris là sur le Tour de France, j'ai besoin tous les jours de savoir et de connaître ses sensations, comment il était, etc., etc. Donc je crois qu'il faut pas oublier, il faut surtout pas oublier le côté humain. Donc ça c'est très important. Quel conseil donnerais-tu à un jeune passionné de vélo qui veut progresser, s'entraîner sérieusement, mais sans se brûler les ailes? Pour les jeunes coureurs qui arrivent, effectivement, là, il y a vraiment une génération de jeunes coureurs. Avant, les professionnels passaient à ce niveau-là à 21, 22 ans. Maintenant, on voit des jeunes qui ils sortent des juniors à 18 ans, ils sont déjà professionnels. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une gestion de leur carrière. À mon avis, voilà, il faut pas sauter les étapes. C'est bien de passer professionnel jeune parce qu'ils apprennent leur métier encore plus vite. Mais voilà, je pense qu'il y a des jeunes à 18-19 ans, il ne faut pas les lancer dans le grand bain du Tour. Il y a des étapes, il y a des courses à étapes qui leur permettent de progresser. Et je pense que ça, c'est le plus important en fait, à respecter. D'accord, merci beaucoup. Allez, c'est qui ton cycliste préféré? Guillaume Martin. Tu penses un jour on peut l'interviewer? Non, vu qu'il est sur le vélo. Bah ça tombe bien, on a interviewé sa mère. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter comment Guillaume a découvert le vélo dans son enfance?
Alors, Daniel, mon mari et son père, donc, faisait du vélo quand il était jeune, très jeune homme, donc ça fait un petit moment. Et donc il était très fan, enfin Daniel est très fan et il s'y connaît à fond dans le vélo. Donc il y avait déjà cet esprit un peu dans la famille. Et puis après, comme tout enfant, Guillaume a fait du vélo. Et comme il a toujours eu l'esprit de compétition, très vite il se faisait des challenges. Avec son père et son frère, de genre le tour de la Bauderie en faisant un chronométré, etc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et puis après, il a été en club à côté, là, à Condé sur Noireau. Et puis la chance après, c'est que quand il était au lycée, à Flers, il y a une section sport-études cyclisme, et où il a évidemment été intégré parce qu'il a été repéré tout de suite. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Quel genre d'enfant était-il ? Eh bien, c'était un enfant très, donc déjà même petit, très compétiteur pour tout, vraiment pour tout. Très aussi envie d'être avec les grands d'une certaine manière. Il voulait vraiment, parce que quand on est arrivé, nous on avait plein de travaux à faire dans l'endroit où on habite. Et même quand il avait 2 ans, il était déjà genre avec un décamètre à mesurer les trucs ou à prendre des sacs de sable pour nous aider. Donc ça, c'était quand même peut-être un peu plus tard, mais voilà. Donc un garçon, ouais, très. Quand je le connais maintenant, en fait, évidemment, c'était là en germe, mais très, très volontaire, très, très posé aussi, et voilà, et très sympa. Comment vivez-vous ces participations au Tour de France ? Êtes-vous du genre à venir l'encourager sur le bord des routes ou à suivre chaque étape depuis chez vous ? Alors non, on va vraiment pas sur les bords de route. D'abord parce que d'un point de vue encore de la pratique, on voit passer les cyclistes 3 secondes et puis voilà. Alors qu'on voit beaucoup mieux de son canapé devant la télé. Et en plus il fait plus froid, plus frais. Et puis de toute façon Guillaume, c'est vrai quand il fait le tour, il aime vraiment rester dans sa bulle. Donc on s'appelle même pas souvent, on se fait des petits textos comme ça, mais vraiment on lui fiche la paix et c'est très bien quoi. Aviez-vous imaginé à l'époque qu'il pourrait un jour participer au Tour de France ? Ou est-ce que ce rêve qui s'est construit au fil du temps ? Non, pour moi c'était une évidence en fait. C'est parce que il a commencé à évoluer d'une façon assez linéaire, c'est-à-dire qu'effectivement d'abord dans les clubs, et puis il a commencé à gagner, après il était en équipe de Normandie, après en équipe de France junior, et du coup voilà, tout ça s'est fait. Après, ça n'a pas été simple, hein, c'était pas du tout un long fleuve tranquille pour passer pro, parce qu'en plus, il suivait des études, puisqu'il a un master de philo, donc il a mené les 2 de front. Mais voilà, moi j'avais une espèce de certitude que de toute façon, en tout cas, il ferait ce qu'il voudrait, quoi. Merci beaucoup. Ok. Ah, j'aimerais bien connaître l'histoire de la côte cut. Moi, je la connais, l'histoire, mais Dédé, il explique mieux. Ah, c'est vrai, allons le retrouver. Coucou Dédé, ça va ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Cool. On a vu sur le parcours la côte 314. La côte, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une histoire de poulailler, c'est ça ? Ouais. Eh bien pas du tout, c'est pas des poulaillers, c'est quelque chose de très sérieux, puisque on est là sur Bayeux, Normandie, on est à 2 pas de Omaha Beach, d'Utah Beach, de Juno Beach, donc qui sont les plages du débarquement en 1944. Et évidemment, lorsque la France a été libérée, eh bien, progressivement, les troupes américaines, canadiennes, anglaises, françaises, enfin, les troupes de libération se sont rapprochées de Paris, c'était l'objectif, et donc sont passées par la Normandie. Et il y a eu, comme tu le sais, beaucoup de combats et des combats extrêmement meurtriers. Et puis, il y a un endroit, une côte, qui est la côte de Mortain, qui est celle qu'on va prendre, qui est une côte de 3e catégorie, qui sera prise par le Tour aujourd'hui. Et elle est également notée comme côte 314, il n'y a pas d'accent circonflexe. La côte 314, c'est l'altitude. Elle est à 314 mètres du niveau de la mer et elle a donné lieu à des combats très très virulents au moment du débarquement. Un bataillon américain a perdu beaucoup d'hommes pour maintenir cette position militaire et comme ils ont été quasiment, je ne dis pas abandonnés, mais les renforts ont mis énormément de temps à venir et les renforts en fait sont quasiment jamais arrivés. Il y a eu beaucoup de pertes et donc elle a été considérée comme, ce bataillon a pris le nom du bataillon perdu parce que c'était un bataillon qui malheureusement est resté sans soutien et sans appui. Et donc cette côte 314, côte de Mortain, est un lieu d'histoire et on va y passer aujourd'hui.
Et petit complément, on est véritablement dans les terres d'un certain Monsieur Thierry Gouvenou. On est chez lui. Et toute cette histoire-là, pour info, je ne le savais pas avant, hein, je l'ai apprise. Et c'est lui qui me l'a expliqué quand on a fait des réunions de préparation du Tour. Donc voilà, comme quoi le Tour de France, comme dit Christian Prudhomme, c'est aussi le Tour de la France et c'est aussi l'histoire de France. Merci. Merci à toi. Tu fais quoi? J'attends les images du jour avec impatience. Place aux images du jour. Ah, et tu sais c'est quoi la spécialité de la ville de Bayeux? Non, je sais pas. C'est la noix au Saint-Jacques et au cochon. Au cochon de Bayeux. Passe à la recette. Bienvenue dans notre 6e édition du Tour de France culinaire. Direction Bayeux en Normandie avec une recette pleine de saveurs. Place à la recette qui représente bien la région normande avec ses coquilles de Saint-Jacques et le cochon de Bayeux. On accompagnera ça d'une poêle de champignons et c'est parti pour cette nouvelle recette. T'aimes les noix de Saint-Jacques, toi? Oh oui, et entouré de tranches de jambon, on va se régaler. Pour commencer, nous avons besoin de 12 belles noix de Saint-Jacques que nous allons entourer de nos tranches de jambon. Comment fixer tout ça? Avec des cure-dents, c'est très facile.
Une fois que c'est bien fixé, on fait fondre le beurre à feu moyen dans une poêle. Une fois fondu, on fait revenir nos Saint-Jacques 3 minutes de chaque côté jusqu'à qu'elles soient bien brûlées. Pour rester en Normandie, on va faire flamber nos noix de Saint-Jacques au Calvados ou de vie typique de la région. Très bonne idée, mais attention, ça flamme vite. C'est assez doré là, non? Oui, on peut les retirer et les mettre au chaud, ce serait bête que ça refroidisse. On conserve l'excès de graisse dans la poêle et on y verse 2 sortes de champignons différents. Les 2 meilleurs des champignons de Paris et des pleurotes. On laisse ça quelques minutes. Ça sent bon. On va relancer les noix de Saint-Jacques dans la poêle avec les champignons avant de passer à table. Retrouvez-nous dans notre émission Des tours sur les tours avec nos rencontres, nos interviews exceptionnelles. Mais je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette 10e étape entre Bayeux et Vire, Normandie, nos journées en photo sur nos différents réseaux sociaux et nos émissions à découvrir sur TV Pitchoun. Ça a l'air trop bon, on se donne rendez-vous demain. Oh oui, demain ce sera encore meilleur car on sera du côté de Saint-Malo. À demain.